Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour, je vous souhaite la bienvenue sur ILTV pour un nouveau numéro de votre magazine d'information Agglo et vous. Et sans plus tarder, je vous propose de découvrir le sommaire de cette édition du 11 avril. Direction tout d'abord Libercourt et plus particulièrement l'Escale qui abrite désormais les locaux de l'association Unicité pour la gestion des services civiques de l'agglomération. Côté transport, nous verrons comment Tadao rapproche les salariés de leur lieu de travail grâce à son service de navette Chrono Pro. Autre sujet abordé dans cette édition, le réseau communautaire des médiathèques qui a récemment soufflé ses 9 premières bougies et qui réfléchit à de nouveaux services pour son avenir. Côté environnement, les élèves de l'école communale de Bois-Bernard ont récemment participé à une opération de ramassage des déchets dans le village. Nos caméras étaient au rendez-vous. Et puis nous fêterons ensemble les 20 ans d'ILTV avec nos deux invités, l'ancienne vice-présidente de la CAC en charge de la communication Christine Toutain et Louis Fontanet, le nouveau membre de l'équipe d'ILTV. On ouvre donc cette édition à Libercourt pour l'inauguration des locaux d'Unicité. Cette association porte en effet le dossier des services civiques dans notre agglomération et nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes de la promotion de janvier 2023. C'est dans les locaux de l'espace socio-culturel de Libercourt que l'association Unicité vient d'établir son camp de base dans notre agglomération. Car depuis fin janvier, une vingtaine de jeunes s'est engagée dans un service civique de 8 mois sur des missions d'intérêt général répondant à des besoins sociaux. 4 CCAS et 2 EHPAD ont déjà signé une convention afin d'accueillir ces jeunes pour des missions de solidarité. 8 mois pour partager des expériences et ouvrir le champ des possibles. J'ai toujours été dans mon petit cocon familial, toujours à faire à peu près la même chose. Et là, je veux me découvrir autrement. J'attends vraiment de découvrir de nouvelles choses. Donc, comme je vous expliquais, comme j'avais été auxiliaire de vie, là, de passer à l'EHPAD de Courrières, c'est vraiment autre chose que du domicile. Et donc, ça me permet de découvrir ce que je ne connaissais pas, en fait. C'est donc à l'EHPAD Les Violettes de Courrières qu'Ophélie et Sandy interviennent auprès des seniors 4 jours par semaine. À l'EHPAD, le matin, on visite les personnes âgées, tout, etc., si bien sûr ils veulent parler. Après, on fait les animations. Une mission enrichissante sur le plan humain, tout comme l'émulation au sein du groupe des 19 jeunes retenus. Les locaux de l'Escale, à Libercourt, leur permettent ainsi de partager leurs expériences. C'est génial parce qu'il y a beaucoup de partage et il y a beaucoup d'échanges. En fait, malgré qu'on ne se voit pas, enfin nous, comme on part 4 jours travailler à l'EHPAD, on ne se voit pas beaucoup. Donc quand on revient, on a beaucoup de choses à se raconter, beaucoup de choses à échanger. On est complètement différents chacun et nos missions aussi sont différentes. Alors, chacun apporte quelque chose. Un projet humain et solidaire, un véritable tremplin pour l'avenir, financé par l'État, la région, le département et bien entendu l'agglo Hénin-Carvin à hauteur de 25 000 €. Au niveau de la mobilité, revenons à présent sur une initiative de l'opérateur Tadao qui entend faciliter le trajet des salariés vers leur lieu de travail et ce, depuis les gares TER. Sur notre agglomération, les zones du Château à Carvin, des Portes du Nord à Libercourt et la plateforme multimodale Delta 3 sont concernées. On vous en dit plus avec ce reportage signé Sébastien Zanchetta. Nous sommes à la gare de Libercourt et comme chaque matin, cet usager va rejoindre son entreprise située sur la zone industrielle des Portes du Nord à Libercourt grâce au service de transport à la demande Chrono Pro. Un service qui va encore s'améliorer dans les prochaines semaines. On s'efforce que chacune des zones d'activité, elles sont nombreuses sur le périmètre, soit desservie. Mais on s'aperçoit que quelquefois, on n'est pas très précis dans la manière dont on lâche les usagers dans la zone d'activité. Aujourd'hui, cette navette dessert plusieurs arrêts sur la zone des Portes du Nord depuis la gare de Libercourt. En partant du postulat que pour rejoindre ces arrêts, la navette passe devant les entrées des entreprises, pourquoi ne pas s'y arrêter? Notre réflexion aujourd'hui, c'est comment on peut aller amener les gens devant leur entreprise et les y reprendre pour qu'ils soient le plus possible en sécurité. Donc assurer à la fois la sécurité des gens, mais aussi le meilleur service en termes de temps notamment.
Voilà pourquoi, devant chaque entreprise de la zone des Portes du Nord à Libercourt, mais aussi de la zone Delta 3, sera bientôt matérialisé un arrêt chronopro grâce à un simple marquage au sol. Les équipes d'Artois Mobilité n'attendent plus que le feu vert de la préfecture pour mettre en œuvre cette amélioration du service de transport à la demande pour les salariés de ces deux zones d'activité. Il y a 9 ans, la communauté d'agglomération Hénin-Carvin innovait en matière de lecture publique avec la création du réseau communautaire des médiathèques. Plus communément appelé le RCM, ce réseau propose un catalogue de documents d'une richesse inépuisable, mais il possède également d'autres atouts qui font aujourd'hui son succès, comme vous le montre ce reportage. En février 2014, l'agglo Hénin-Carvin inaugurait la mise en réseau des bibliothèques et médiathèques de ces 14 communes. Avec sa carte unique, le partage des collections et ses automates, le RCM allait rencontrer un succès immédiat auprès du public. 9 années plus tard, comment se porte ce réseau ? Le réseau des médiathèques de l'agglo Hénin-Carvin se porte bien. Il faut rappeler qu'il est composé de 14 bibliothèques et médiathèques. Il est complètement inscrit dans le paysage communautaire, il est bien identifié. Ce qui permet aujourd'hui à ce réseau d'exister, c'est deux outils qui le composent. Une carte réseau unique et gratuite et également une navette qui permet d'acheminer les documents réservés sur le portail du RCM et auprès des bibliothécaires dans les bibliothèques. La navette du RCM, c'est finalement l'outil le plus repérable dans notre quotidien. 2 agents sillonnent le territoire et permettent aux usagers de disposer de leurs documents en un temps record. On a un circuit à parcourir chaque semaine qui est très précis. Donc une fois qu'on arrive à la médiathèque, on décharge les caisses qui partent à la médiathèque en question, on les vide et ensuite on récupère ce que la médiathèque a comme document pour nous. Et une fois qu'on a récupéré, on les trie avant de partir dans la médiathèque suivante. On voit surtout les agents médiathèques qui nous disent que le service est très rapide et qui sont très contents, qu'on est très accueillant, donc tout va bien. Tout va bien également du côté du portail, un outil informatique qui fait le lien entre toutes les médiathèques. Géré au quotidien par une petite équipe de bibliothécaires, il est à la fois intuitif et efficace. Le portail, il permet de retrouver les infos pratiques, comme les horaires d'ouverture des médiathèques ou les modalités d'inscription, de prêt. On y retrouve également l'ensemble des collections des 13 médiathèques, qu'on peut du coup réserver en ligne. On a aussi l'agenda des médiathèques, donc on a toutes les animations qui sont mises dessus. On a aussi les nouveautés, les coups de cœur faits par les bibliothécaires et aussi par les usagers. Autre élément qui change la vie des usagers et des bibliothécaires, les automates de prêt. Les automates permettent de faire du prêt, du retour, du renouvellement en toute autonomie pour les usagers. Au quotidien, ça nous permet d'avoir plus de contact avec les usagers quand ils viennent à l'accueil. Ça permet de faire de la médiation autour des collections. On conseille, on parle aussi des animations, de ce qu'on peut proposer. Si le Covid n'a pas été sans conséquences sur la fréquentation, les chiffres sont repartis à la hausse. Et puis, alors que le cap de la décennie approche, une réflexion est d'ores et déjà engagée sur l'avenir du RCM. On souhaiterait proposer de nouveaux services pour lutter contre l'illettrisme avec des activités concernant le public jeunesse, les petits, mais aussi les parents. Et également de nouveaux services avec des actions qui permettront au public d'accéder à des services numériques et informatiques. La lutte contre l'illettrisme et l'électronisme, une mission taillée sur mesure pour le réseau de demain. Il est temps à présent d'ouvrir la page histoire de ce magazine et ça ne va pas rajeunir les membres de l'équipe d'ILTV puisque en effet il y a 20 ans, presque jour pour jour, votre chaîne de télévision locale préférée, diffusait le premier journal de son histoire. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Christine Toutain, ancienne vice-présidente de l'agglo Hénin-Carvin, en charge de la communication, mais aussi Louis Fontanet, le dernier arrivé dans l'équipe d'ILTV. Et avec lui, nous évoquerons l'avenir de la chaîne. Je me tourne tout d'abord vers Christine Toutain. Madame Toutain, bonjour. Bonjour. Rappelez-nous pourquoi, en 2002, le district Hénin-Carvin à l'époque décide de lancer sa propre chaîne de télévision locale. Alors, il faut tout simplement savoir qu'en 2001, il y avait eu des élections municipales, donc un renouvellement au niveau du conseil
de la communauté d'agglomération, puisqu'avant c'était un district. Et donc on avait décidé qu'on travaillait par commission, et j'étais en charge donc de la commission câble et communication. Donc chaque commune avait un représentant au sein de cette commission. Et donc, lors des premiers débats, on avait bien sûr cerné les différents modes de communication qui existaient et ceux peut-être qu'il fallait créer. À l'époque, il y avait déjà une information télévisuelle qui se faisait par C9, bon, ça on y reviendra peut-être après, et donc on avait trouvé qu'il était opportun de creuser un petit peu ce sillon-là et de faire vraiment une télévision locale au plus près des habitants de la communauté d'agglo. Alors rappelons qu'à l'époque, le plan câble avait une dizaine d'années à peu près, oui. Et l'agglo des Nains-Carvin disposait d'un canal sur ce canal local, oui, et qui était à l'époque géré par C9 Télévision. 4 reporters d'images sont donc recrutés par l'agglo en 2003, début 2003. Quels sont les objectifs que vous leur avez fixés ? Alors, les objectifs étaient assez simples. C'était être au plus près de la population et puis surtout des associations, des initiatives qui étaient prises par des citoyens. Et l'enjeu n'était pas du tout d'en faire un flambeau pour une parole politique quelle qu'elle soit, bien au contraire, mais dire on relate ce qui peut se passer dans les différentes communes. D'ailleurs, au tout départ, on essayait d'avoir un référent dans chaque commune pour justement relayer ce qui se passait, les événements marquants, les initiatives locales. Et bon, ça a marché peu ou prou, hein, bien évidemment, c'est comme toute nouvelle initiative, mais c'était ça l'essentiel. Donc, initiative citoyenne, association sportive, culturelle ou autre. Quel souvenir vous gardez, vous, en tant que vice-présidente de cette commission, de cette époque ? Alors, j'ai été présidente de cette commission entre 2001 et 2008. Je veux dire, bon, j'ai pris mon pied, je ne sais pas si ça peut se dire. Mais en tout cas, ça a été vraiment des très très bonnes années. Parce qu'il y avait au sein de cette commission en plus vraiment un réel souci d'avancer, de faire progresser des choses, de travailler ensemble. Et oui, ça n'a été que du bonheur. On sentait beaucoup d'émulation à l'époque au sein de cette commission. Alors, curieuse coïncidence de l'histoire, la naissance d'ILTV se déroule en plein conflit social, puisqu'on venait d'apprendre fin 2002, début 2003, la fermeture de l'usine Métal Europe. Ce fut une période très difficile et finalement très incertaine pour l'agglomération. Alors tout à fait, ça a été le coup de massue pour tout le monde. Hein. Les retombées économiques, sociales, c'était un désastre. ILTV a joué son rôle nouveau, hein, a essayé de relayer au mieux l'information. Ça a été une période de lutte, de solidarité. Je me souviens de manifestations sous la neige qui a mobilisé population, élus, bien sûr les salariés de Métal Europe qui étaient en premier lieu concernés. Je me souviens aussi de la visite du président du Sénat à l'époque, Monsieur Larcher, c'est toujours le même d'ailleurs, pour essayer de voir ce qu'il pouvait faire. Bon, il n'y a pas eu beaucoup de suite à tout ça, mais oui, c'est un désastre, quoi. Mais quelque part, bon, j'allais dire, si on se remet au niveau de ILTV, vous avez eu la chance d'être créé juste un petit peu avant, parce que c'est clair qu'au niveau des finances publiques, il n'est pas sûr que le projet de notre télévision ait pu aboutir si c'était arrivé un peu avant. Les priorités auraient certainement été différentes. Et ça aurait été légitime. Tout à fait. Pour en revenir au premier journal de l'histoire d'ILTV, le mercredi 5 mars 2003, cette soirée, elle restera dans la mémoire des 4 membres de l'équipe d'ILTV, mais aussi de la vôtre, puisqu'il y a une anecdote savoureuse ce soir-là.
Oui, effectivement, c'était la première. La première, alors là, tout le monde était en ébullition. Le champagne était là, planqué sous la table. Et puis, c'était la première. Et puis, on était tous contents. On était allés à la tête de réseau qui se situait à Montigny-en-Gohelle. Et on était tous là, tous bien contents. Et puis, paf, à l'heure voulue, il y avait bien une image, mais il n'y avait pas de son. Alors, pour une émission de télévision, c'est quand même... bon, ça ne le fait pas, quoi. Donc, le son a été rétabli dès le lendemain. Mais enfin, pour une inauguration officielle, c'était quand même à louper, on va le dire. C'était moyen. Louis Fontanet, je me tourne vers vous. Vous aviez 8 ans en 2003 quand ILTV s'est lancé. Vous avez depuis rejoint l'aventure. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Alors, moi déjà, j'avais 8 ans. J'aurais bien voulu voir justement cette première d'ILTV. Je pense que j'aurais peut-être... Je ne sais pas si j'aurais rigolé, parce que je pense que vous n'avez pas vraiment rigolé à l'époque. Non. Il n'y aurait peut-être pas eu de problème de son. On ne sait pas. On ne sait pas. Non, j'ai rejoint l'équipe d'ILTV parce que déjà, quand j'avais 8 ans, j'étais déjà passionné de télé. J'habitais pas dans cette région, mais j'avais aussi une télé locale et j'y allais souvent mettre les pieds là-bas. Et c'est ça aussi qui m'a donné envie de faire ce métier. Et quand je suis arrivé dans la région, ça a été un appel presque pour moi. J'ai tout de suite voulu venir travailler dans cette télé. Et puis c'est quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est proche des gens. Voilà, les gens, s'ils ont besoin de beaucoup d'informations, ils peuvent le retrouver sur toutes les grandes chaînes, etc. Mais par contre, avoir de l'information qui est à côté de chez soi, c'est beaucoup plus difficile et c'est ça qui est sympa à faire ici. Le rôle d'une télévision miroir, finalement. Voilà. Alors, historiquement, on le disait tout à l'heure, ILTV est diffusé sur le réseau SFR Numéricable, ex-Région Câble. Les réseaux sociaux, depuis, ont pris une place très, très importante et ont bouleversé, finalement, les habitudes des spectateurs. Et ILTV doit s'adapter. Oui, c'est vrai que c'est compliqué aujourd'hui. Déjà, de faire une télévision qui est diffusée à la télé, c'est compliqué. Il y a beaucoup de chaînes maintenant, beaucoup plus avec l'arrivée de la TNT, etc. En plus, maintenant, sur les réseaux sociaux, les gens ils peuvent trouver tout un florilège de vidéos. Donc, il faut arriver aujourd'hui à se faire sa place, à ce que la télé elle soit vue, à ce que les gens ils soient sensibilisés à ce qui se passe à côté de chez eux. Du coup, on a essayé de lancer plusieurs opérations. On est présent sur les réseaux sociaux, sur Facebook. On a ouvert aussi un Instagram. Maintenant, la chaîne elle est disponible sur Twitch en direct. On a refait complètement le site internet. Et aujourd'hui, là, depuis quelques temps, on a lancé l'application mobile. Donc là, qui est aujourd'hui sur les appareils Apple et qui sera bientôt pour les appareils Android. Donc voilà, on essaye au maximum que tous les gens de ce territoire puissent accéder facilement, pratiquement, à cette chaîne. Le site www.iltv.fr, vous en avez parlé, il est tout nouveau. Qu'est-ce qu'on y retrouve sur ce site? Alors, on a voulu faire un site simple, intuitif, très facile. On retrouve le direct en première page, facile pour avoir toutes les infos. Et si on veut un reportage en particulier, on a une catégorie replay où on retrouve toutes les différentes thématiques, toutes les émissions voilà, qu'on a besoin. Après, on peut aussi se plonger un peu dans les archives et retrouver toutes les anciennes vidéos si... Voilà, il ne faut pas les oublier. Justement, pour préparer cette émission, je me suis replongé dans le sommaire de ce 5 mars 2003. On y parle notamment de tri sélectif des déchets, de conflits sociaux, de développement économique, mais aussi de culture, et par exemple du club Enagim. Finalement, les préoccupations n'ont pas changé. Non, peut-être qu'elle ne change pas parce que ça colle aussi aux compétences de l'agglo. Donc, si on recoupe les compétences de l'agglo et les différents reportages, tout compte fait, c'est normal qu'on retombe un petit peu sur les mêmes thématiques. Et malgré tout, ça veut dire qu'il y a toujours une évolution à poursuivre dans les différents thèmes que peut décliner l'agglo. Le tri sélectif en 2003 et en 2023, les règles ne sont pas tout à fait les mêmes, les enjeux économiques non plus. Le soutien aux associations sportives, il est toujours là et il est primordial. Donc si on regarde toutes les catégories que vous avez évoquées, le développement économique, le social, bien évidemment, tout ça, ça perdure dans le temps. C'est un bon signe de persistance d'ILTV ? Je pense, et puis ça veut dire qu'aussi on évolue, tout le monde évolue, toute la chaîne en fait évolue, et je pense que c'est une bonne chose.
Oui. Très bien. Merci à tous les deux d'avoir été sur ce Merci plateau. à vous. Je salue également Karine Marconato et Sébastien Zanchetta qui sont en régie actuellement pour réaliser cette émission. Ce sont les deux autres personnages historiques de la chaîne et on ne les oublie pas, ils sont en régie. Il suffit maintenant de dire joyeux anniversaire ILTV. Il le suffit de 20 ans, c'est un bel âge. C'est un bel âge. Merci encore à tous les deux et on poursuit ce journal. Merci. Pour finir ce magazine, je vous emmène à Bois-Bernard pour une opération Nettoyons la nature des plus festives. La preuve en images. Allez, mettez ça, on s'amuse comme des petits. Maintenant, pliez les joues. Non, malgré ce que laissent à penser ces images, nous ne sommes pas devant le dernier flash mob organisé par les élèves de l'école de Bois-Bernard. Nous sommes en fait en pleine opération Nettoyons la nature, auquel participait l'école Condorcet. Et pour s'en convaincre, il faut revenir un peu en arrière, quand le groupe composé d'une 60aine d'élèves, d'encadrants et de parents a pris la direction du stade pour commencer à ramasser les déchets. Et chacun avait bien conscience de l'importance de la tâche qu'il était en train d'effectuer. Pour pas gaspiller notre poêle à lait, parce qu'on n'en a qu'une où on peut vivre et il faut la préserver. Il y a des animaux, il y a des gens qui jettent leurs détritus, donc ça pollue la terre, il y a des catastrophes naturelles, il y a les animaux qui meurent, donc tout cet enchaînement, il y a encore plein de trucs, mais sinon c'est la cata. Alors pour éviter la cata, équipés de gants et de sacs poubelles fournis par le service collecte des déchets de l'agglo, les élèves ont arpenté les rues du village pour le nettoyer. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que les surprises furent nombreuses. On a même trouvé un obus, et on a trouvé des bouteilles en plastique, du coca. On a même trouvé du filet piquant, enfin, pour les prisons, et puis il y a plein de trucs comme ça qui devraient pas être là, quoi. Il y avait des canettes de bière, des canettes de soda, des papiers, des mégots de cigarettes et beaucoup de bouteilles en plastique. Je trouve pas ça normal, c'est un peu une maltraitance pour la nature. Et à l'issue de ce nettoyage effectué très consciencieusement, nous avons demandé à Lily et à Imanol s'ils avaient trouvé le village vraiment sale. Et là, les avis divergent. Par rapport à l'année dernière, je trouve qu'il était beaucoup plus propre, parce qu'on a trouvé beaucoup moins de déchets que l'année dernière. Mais sinon, il y a des zones où il y avait beaucoup de déchets. Je trouve qu'il était beaucoup plus sale que l'année dernière. L'année dernière, on avait trouvé beaucoup moins de choses que cette année. On a mon sac perso, les deux, ils étaient remplis. Ce qui est certain, c'est que grâce aux efforts des élèves de l'école Condorcet, Bois-Bernard est aujourd'hui plus propre. Et c'est la nature qui ne s'en porte que mieux. Voilà, ce magazine touche à sa fin. Je vous remercie de votre attention et de votre fidélité. Je remercie encore une fois Karine Marconato, Sébastien Zanchetta et Louis Fontanet qui sont en régie et qui ont préparé cette émission. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau numéro d'Agglo et vous. Retrouvez vos programmes sur le site iltv.fr, sur Facebook, YouTube et Instagram.